On est rendu avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour, bienvenue au Salon du Livre Hochelaga Maisonneuve. On est fiers de vous recevoir. Vous êtes le 6e journaliste qui allait publier chez nous. C'est le fun. On a une petite famille. On est 26 ou 27 auteurs, mais il y a 6 journalistes là-dedans. Il y en a qui travaillent à Radio-Canada, le Journal de Montréal, Le Sentier. Le Sentier, un journal communautaire dans les Basses-Laurentides, oui. C'est ça, moi, c'est Reflet de Société. Delphine Cobé, qui a publié chez nous, a été 5 ans rédactrice en chef de Reflet de Société, entre autres. Stéphane Desjardins. Denis Martin-Chabot de Radio-Can aussi. Puis il m'en manque un. Stéphane, Denis Martin, Delphine, Jean-Pierre, moi. Il m'en manque un. La dyslexie, c'est ça, c'est le fun. Ça nous amène tellement à improviser, à sortir. Mais surtout l'acceptation de nos erreurs. Tu sais. J'en fais et j'en suis fier. Je suis heureux. Ça me fait parler, puis ça fait parler le monde. Tu sais. Là, non, mais c'est une forme de publicité. Les gens ils disent Hey, t'as-tu vu le gars il y a 6 auteurs dans sa famille, ils sont 26 auteurs. Il a oublié le 6e journaliste de sa gang. Tu sais. Puis ils vont tous parler de Reflet de Société puis des éditions TNT. Maître Jean-Pierre, vous vous en venez dans notre famille des éditions TNT. Vous Très allez fier nous publier. aussi. Oui, vous êtes fier. Oui. C'est le fun. C'est votre premier livre que vous publiez? Bien, en fait, tu as parlé que j'étais journaliste, c'est vrai, mais ma carrière, c'était comme enseignant. Alors, j'ai enseigné l'écologie pendant 25 ans. Dès le départ de l'acceptation du programme en 81, j'ai enseigné. Puis j'ai arrêté l'année que le programme est devenu... en fait, il s'est transformé en un cours de sciences et technologies au secondaire. Puis j'ai eu la chance, comme première œuvre, d'écrire du matériel pédagogique. Je l'ai apporté ici. Donc, c'est un cahier d'apprentissage qui s'appelait Écologique. Puis, il était abondamment illustré par celui qui va illustrer le recueil de poèmes. Et pendant 5 ans, le cahier a été vendu dans les écoles du Québec. Puis, par la suite, bien, c'est ça, j'ai changé de cap. En 2005, je suis devenu responsable pour des écoles d'éducation internationale. Donc là, j'ai travaillé sur la Rive-Sud. Ça a été une fin de carrière complètement différente de l'enseignement. Là, j'aidais des adultes qui mettaient en œuvre un programme international dans une école du Québec, que ce soit primaire, secondaire ou même dans les cégeps, il y a des programmes internationaux au Québec. Et le journalisme, c'est venu en 89 ou un peu avant à écrire des chroniques dans des journaux. Au début, c'était la revue Terrebonne. J'écrivais une chronique sur les oiseaux. J'ai cofondé un club d'ornithologie dans la région de Terrebonne. Puis, comme j'enseignais l'écologie, ben j'étais un passionné. Puis, j'amenais mes élèves à faire des excursions. Pas le cours entre 4 murs, mais à l'automne, j'avais un rallye écologique. On sortait dans une tourbière à l'automne. Au printemps, on voyait les plantes printanières dans une forêt d'érable tôt au mois de mai. Les élèves, donc, se penchaient sur la nature et j'insistais sur la beauté et le sens de l'émerveillement. Parce que je trouve que de nos jours, on insiste beaucoup trop sur les problèmes liés à l'environnement. Oui, il fallait que j'en parle, mais je n'insistais pas là-dessus. Les problèmes sont tellement criants que c'est comme si on ne pouvait pas agir. Il y avait trop à faire. Mais si on se dit il y a des beautés dans l'environnement, puis on s'y attarde, bien, le coup d'œil est lancé, puis le jeune, à ce moment-là, qui devient adulte, va conserver cette passion-là envers la nature. Il va vouloir que plus tard, elle puisse demeurer. C'est un peu mon approche. Puis le sentier, ça, c'est... je suis dans le CA du Journal Le Sentier. J'ai une chronique sur la faune et la flore depuis 1989, donc 31 ans. C'est un article par mois. C'est sûr que c'est un mensuel. Je n'aurais pas pu, en tant qu'enseignant, écrire un texte par semaine, là. Ça aurait été trop demandant. Donc, un texte par mois sur une espèce de la faune ou de la flore. Puis, je varie d'un mois à l'autre.
puis surtout en lien avec ce qui est visible dans les Laurentides. Mais si je fais un voyage, j'aurais pu aussi prendre le temps de parler de ce que j'ai vu durant mon voyage. Même chose avec la poésie. Ça, c'est venu, ça fait partie de moi depuis très, très longtemps, avant la carrière professionnelle, avant le journalisme amateur, parce que je n'ai pas la formation de journaliste. J'ai la formation d'enseignant, par contre, et de biologiste de formation. Je veux quand même souligner quelque chose, question de formation. Le journalisme a commencé à être enseigné en 1974 à l'Université de Montréal. Moi, j'ai commencé à faire du journalisme en 1974. Il n'y avait pas de finissant en journalisme. Okay. Tout le monde faisait du journalisme sur le tas. Les gens qui ont enseigné en journalisme pendant des décennies, c'était tous des gens d'expérience, des gens, mais il n'y avait aucun diplômé en journalisme là-dedans. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas s'en faire. Moi, j'ai enseigné 5 ans en travail social à l'Université McGill. Je n'ai pas de diplôme en travail social. C'est mon expérience terrain qui fait que McGill est venu me chercher et il dit, on a besoin de toi. On a essayé un paquet de monde, ça ne marche pas. C'est toi que ça travaille. Ils ont fait un test, ils ont dit, oui, parfait. Puis le test, là, j'avais une classe normale, j'avais 8 docteurs qui étaient là dans le fond de la classe en travail social pour savoir s'ils acceptaient un pirate comme moi. Finalement, ça a bien marché. J'ai fait 5 ans avec eux. Donc, c'est là que le fait d'avoir un diplôme ou non, c'est pas ça qui est important. C'est est-ce que j'ai le cœur, le trip, la motivation pour faire quelque chose. Oui. On saute dans l'eau, on apprend à nager, puis à un moment donné, on devient comme Tarzan. Mais il y a aussi le fait, je pense, dans mon cas, c'est l'amour de la langue. Et des langues, parce qu'à 4 ans, j'étais dans un quartier anglophone à Ville-Saint-Laurent, j'ai appris l'anglais. Puis un peu plus tard, j'écoutais de la musique classique, puis un album Deutsche Grammophon, là, un long jeu. Oui. Mais là, il y avait 3 colonnes. Il y avait anglais, allemand, français. Donc là, je m'amusais à regarder le texte allemand, puis comparer avec le français. Puis j'ai pris des cours d'allemand quand j'étais à l'université. Donc, il y a cette ouverture-là aussi. Je pense que j'ai toujours été curieux de nature, puis on a tellement de choses à apprendre, puis la vie est courte, mais c'est ça, puis de porter le flambeau, mais de le transmettre aussi. Quand je faisais mes excursions au Collège de l'Assomption, bien là, mes jeunes élèves que j'avais eus en première secondaire, bien 2 ans plus tard, je les formais pour qu'ils deviennent aide-moniteurs. Parce que je partais avec 36 élèves là, en excursion. Il fallait que j'aie de l'aide. Je ne pouvais pas faire ça tout seul puis expliquer la présence d'une plante quand il y en a 36 autour de moi, là. Alors, j'ai formé de mes jeunes et je continue à avoir des contacts avec ces jeunes-là. D'ailleurs, ma première année d'enseignement, il y a une de mes anciennes élèves qui a aujourd'hui 51 ans. Et je lui ai parlé du livre, du recueil de poèmes, puis elle a dit « Jean-Pierre, ça va être du bonbon. J'ai juste hâte que ça sorte, puis ça va faire partie de mes lectures printanières. » C'est ça qu'elle m'a dit. C'est bien. Vous avez enseigné au Collège de l'Assomption? Oui. Moi, j'étais pensionnaire là-bas. OK. Peut-être avant que vous soyez là. Moi, je suis arrivé en 81. Le pensionnat s'est terminé vers 67, je pense. Ah ouais? Oh, ça ne me rajeunit pas. Donc, c'est ça, j'étais là comme pensionnaire. En tout cas, ça a été une période intéressante. Je restais à Pointe-aux-Trembles, c'était quand même pas loin. Oui. Mais question de bien-être familial, c'est plus facile que moi, je sois pensionnaire, que je sois 24 heures sur 24 chez moi. Bon, j'ai eu une enfance un peu turbulente. Mais ça a été une très belle période. Je veux dire, il y avait un aréna qui était là, le terrain de football, je jouais. Donc, au niveau du sport, études, quand tu es pensionnaire, c'est le plus beau. Oui. Puis en même temps, l'Assomption, c'est quand même très... un village. Un village qui est intéressant, beaucoup de nature, tout ça. Moi, je faisais beaucoup de jogging le matin. À 6 heures le matin, je partais, je faisais 10 kilomètres. Donc, à tous les matins. Donc, pour moi, le fait d'être proche de la nature, c'était important. Ah, bien, c'est impressionnant. C'est un lien qu'on n'avait pas fait ensemble, ça. Exact. Puis comme autre lien, mais quand j'ai commencé à faire du journalisme en 1974, c'était pour les journaux locaux de l'Assomption.
Je me suis occupé du journal étudiant au collège pendant que j'étais prof, là. OK. Plusieurs années, oui. J'ai adoré ça. C'est drôle de coïncidence parce que avec un autre auteur, notre lien, c'était l'aéronautique, parce que j'étais à l'aérotechnique, lui il enseignait à même cégep. Donc, c'est ça, je rencontre des gens que j'ai peut-être croisés il y a un certain nombre d'années. Intéressant. Vous avez dans votre travail beaucoup de valeurs, beaucoup d'éthique, et ça, c'est important autant au niveau de l'enseignement qu'au niveau du journalisme. Comment vous réussissez à amener ces valeurs-là, premièrement, à les définir, et deuxièmement, à les amener dans de la poésie? Bien, ce que je vous dirais, c'est que la poésie, j'ai commencé au secondaire. J'ai eu une prof extraordinaire en quatrième secondaire qui nous a initiés à la poésie. Puis, j'ai travaillé fort parce que il fallait qu'on pose un poème et j'avais jamais fait ça. Puis moi, je voulais que ça rime. Alors là, c'est bien beau de vouloir que ça rime, mais des fois, c'est un carcan, puis ça empêche la spontanéité. Mais je l'ai réussi, puis il fallait aussi le dire à voix haute devant nos collègues de classe. Puis j'étais très réservé et j'ai dû rougir incroyablement, mais j'ai fait le travail. Et par la suite, j'ai apporté un de mes cahiers de poésie parce que j'en ai plusieurs, mais depuis 75, j'ai des poèmes, des centaines de poèmes. Puis le recueil que vous avez accepté de publier chez TNT, ben j'ai fait un tri parmi ceux que je trouvais les plus signifiants. Mais il y en a quelques-uns de 75, comme il y en a le dernier, il est en 2021. J'ai vraiment fait un choix parmi ceux que je trouvais les meilleurs, mais en fait, c'était aussi en fonction des thèmes que j'avais choisis. C'est sûr que la nature est omniprésente, mais il y a les liens entre les humains. Je pense que je suis un gars sensible, puis les choses que je vis dans une journée, ben ça peut m'inspirer. Puis j'ai toujours un cahier où j'écris pas nécessairement les poèmes, mais je mets juste une idée par écrit, puis une phrase, puis là, par la suite, ça peut devenir un poème. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Il y en a que j'ai écrit que c'est plus des pratiques, mais ça m'a permis de m'exprimer tout simplement. Puis, le fait d'avoir été choisi, je trouve que c'est un grand privilège. Parce que je sais que le monde de l'édition, ce n'est pas nécessairement facile, mais le contact avec toi, Raymond, ça s'est fait très bien, puis on est comme deux amis depuis toujours, là. Puis, je ne sais pas pourquoi tu m'appelles Maître Jean-Pierre, mais en tout cas, je l'accepte. Ben oui, vous êtes un auteur, donc à partir du moment qu'on a une créativité en arrière de nous, ben vous êtes un maître. On peut être un maître peintre, un maître au niveau de la littérature. Donc, la littérature et votre plume, c'est quand même très important. Mm-hmm. Donc, depuis 75 que vous avez des textes, ça veut dire que vous pourriez publier encore d'autres livres. Je pourrais. Puis, ce que je n'ai pas dit, c'est que à cette année-là, 75 jusqu'à peut-être 78, j'avais deux bons amis du secondaire avec qui je me tenais souvent, qui étaient musiciens. Et ce sont peut-être eux, ces deux amis-là, qui ont considéré ma poésie en premier parce que je leur envoyais des poèmes, puis ils écrivaient de la musique à partir du texte. Donc, d'ailleurs, dans le recueil qui sera publié, il y a 7 chansons, entre guillemets, mais c'est le texte qu'on voit. Mais c'est peut-être quelque chose qui donne le goût de revenir, parce que je vois toujours ces deux amis-là. Puis, peut-être que le petit groupe qu'on avait va revivre, va renaître de ses propres cendres, on ne sait pas, mais ça serait intéressant de le refaire. Tel le phénix qui revient à Oui, naître de ça. ses cendres. Est-ce que vous avez des enregistrements de ces poèmes-là avec la musique? Bien, on a des enregistrements qui datent de 75 ou 16, mais on n'a pas... Puis il y a de la musique instrumentale aussi qui a été composée à partir de ça, mais c'est sûr que
c'est de l'inédit, là, tout ça, là, Mhm. cette musique-là. Parce que si jamais vous voulez qu'on la mette sur les sites Internet, on peut présenter votre bio, votre photo, votre livre, et à ce moment-là, faire des liens avec vos textes, avec la musique. On est ouvert à ça, là. C'est une belle façon de promouvoir un livre, là. Ben, il va falloir qu'on fasse quelques petites séances d'enregistrement avant, là, parce qu'on est peut-être un peu rouillé, mais oui. Oui, mais des fois, je veux dire, il y a certains enregistrements qui peuvent être historiques, mais qui peuvent servir aussi. Ouais. Un mix des deux. En même temps, je vous lance aussi, je vous ouvre la porte au fait que quand on n'est pas en pandémie, à toutes les semaines, une fois par semaine, on a des soirées de littérature. Et on a beaucoup d'auteurs qui viennent avec un guitariste, qui viennent avec un musicien. Donc, ils nous présentent leur poésie, mais avec un côté musical. OK. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez expérimenter ici au 5-4. Des fois, je me trouve comme hors du temps parce que, bon, j'ai 65 ans, puis là, il y a tellement de choses qui arrivent dans ma vie, là, comme une effervescence. Puis j'ai comme rien demandé, mais ça arrive, puis c'est comme si ça me donnait des ailes pour prendre une Une image qui est expression qui existe, bien oui. connue, là. Oui. Ben, c'est plaisant. Puis je veux dire, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, quand on crée des choses, il y a un épanouissement qui est là. Et quand on le partage avec les autres, il y a une chimie qui est là. Puis la créativité qu'on a va stimuler l'autre, ça nous stimule. Et il y a des familles, comme là, quand on rentre dans des soirées littéraires, on rencontre des poèmes, des poètes. On avait Jean-Paul Daou qui était ici, Amélie Prévost, tous des artistes internationaux. Ben, je veux dire, Jean-Paul a parlé de nous 2 fois à Radio-Canada avant de venir ici. Hey, je m'en vais au 5-4. Donc, même son boss a dit, comment ça, tu fais 2 pubs gratuites? Ben oui, il mérite. Là, donc, c'est toutes sortes de choses comme ça. Il y a une magie qui s'opère à partir de la relation qu'on a avec les gens. Est-ce que vous êtes prêts à nous livrer quelques lectures? Je suis obligé de mettre mes lunettes. Je vais vous en lire quelques-uns, là. C'est sûr que l'idéal, c'est d'en entendre un puis de le décanter, mais je vais vous en lire peut-être 3 ou 4. Celui-ci, il se nomme Creuse la terre. Puis, c'est inspiré de l'œuvre de Jacques Grandmaison, un grand sociologue qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Creuse la terre sous tes pieds, enfonce le pic et la pelle, désencombre-toi des pierres menues et géantes qui bloquent l'accès à la source là au fond de toi. Dégage le roc, vas-y de ta force, déloge les parcelles de gravier, de galets, emporte-toi jusqu'à tes entrailles où l'eau circule à jamais durant les pires sécheresses et le désert de tes soifs. Creuse la terre sous tes pieds, désencombre-toi des artifices lourds et légers qui tourmentent ton cœur, écoute le chant de l'eau qui coule sans s'arrêter ni repartir. Creuse la terre, enfonce le pic et la pelle, fixe ton puits à jamais dans le va-et-vient des jours. Le prochain, c'est en lien avec un voyage que j'ai fait au Maroc. J'étais allé donner une formation dans une école internationale. C'était en 2004. Puis on avait eu une journée ou 2 où on avait pu aller à Marrakech. Donc, dans le train du retour de Marrakech à Casablanca, j'ai écrit un poème. Puis les quelques fois que j'ai pris le train, ça, c'est toujours une source d'inspiration pour écrire, vraiment. Puis là, il y a une comparaison entre le Québec et le Maroc dans le poème. Je suis venu d'un pays nordique où la neige tombe par bordées et défile en rafales. Je suis venu d'un pays de frimas, de grésil, entouré de montagnes et d'un fleuve à grandeur d'océan. J'ai connu les contrées de glace où le froid mord au visage et incarne la mort. Je me suis caché sous le voile de la parka, de l'écharpe, enfiroppé de laine comme de fourrure. Je suis le cours de ma vie qui bat à toute allure, malgré la froidure.
je sais qu'il faut avancer, partageant mes forces, mes jours gris, mes pensées. Je suis venu dans un pays ancestral où la terre rougit au soleil et les fruits poussent de manière proverbiale. J'ai vu le temps sec avoisiner la mer et le cyprès côtoyer l'olivier. J'ai suivi la route des 1000 saveurs et j'ai prié sous le ciel de la mosquée. La porte s'ouvre maintenant, la main est tendue, le sourire est offert, le cœur étranger est à jamais réchauffé, des accents de chaleur ont fleuri à la lueur de l'été. Je repars avec la clé tant cherchée qui sait faire fondre le givre et la glace, unir nos esprits sous un même soleil. Celui-ci, c'est un poème en lien avec la nature, mais c'est aussi le titre du recueil, À fleur de terre, parce que parfois, il faut se pencher pour observer la nature qui fleurit au tout début de mai quand la neige fond. Rayon d'avril, la corolle des personnages laisse entrer la chaleur à fleur de terre. Printemps, les chatons de saule vont éclater à fleur d'eau. Retire le rideau d'ombres éparses, ouvre mes yeux, que je renaisse enfin à fleur de peau. Que soient comblées les soifs de lumière en ce temps de sève à fleur de terre. Puis je vais vous en lire un dernier. Celui-là, il n'est pas dans le recueil. Je l'ai écrit le mois passé. C'est assez spécial. C'est que l'équipe du journal Le Sentier, on était en Zoom. Puis là, on se parlait, tout ça. Puis là, il y a quelqu'un qui est arrivé à la fin. Puis ça parle de cette personne-là qui est arrivée à la fin parce qu'elle était occupée, elle travaillait, puis elle nous a joints comme quelques minutes avant la fin de la rencontre. Ça s'appelle le veston rose. Branchés, nous étions à l'intérieur d'un cadre virtuel, à nous parler, à nous écouter. De ma fenêtre numérique, de cette plateforme, je voyais tous les autres, je voyais les membres de notre équipe. Ils étaient chez eux, sans masque, sans artifice. La rencontre s'achevait et tu es arrivé, au moment où on ne t'attendait plus. Tes cheveux étaient parfaits et tu portais un veston rose. Tu ne parlais pas encore, tu nous regardais. Une aura se dégageait de toi. Sans le savoir, tu étais là pour chasser la lividité de nos visages et les cernes de nos yeux. Le veston rose devenait notre printemps, notre échappatoire de la santé publique et notre horizon meilleur. Ton visage était radieux et même si tu avais aidé plusieurs personnes pendant la journée, tu avais transcendé la fatigue et ne dévoilait que ton authenticité, ta force tranquille et ta lumière. Je suis encore jaloux. J'ai assez hâte de rentrer dans un meeting en retard, quasiment à la fin, puis quelqu'un me fasse un beau poème demain. Bien, qui sait, ça viendra peut-être, Raymond. Ça va arriver peut-être un jour. On vous remercie infiniment d'avoir participé au salon Hochelaga Tout Maisonneuve. le plaisir était pour moi. Vous allez être réinvité pour notre salon fin septembre pendant les Journées de la culture, la deuxième version du salon qu'on fait maintenant toutes les années. Donc, entre-temps, il va y avoir un lancement de votre livre là, qui s'en vient incessamment. Merci pour tout. Merci. Bonne fin de journée.